Comment ils vont? Est-ce que vous la sentez venir, la dinguerie en cette fin de championnat? Vous le voyez venir, le Max Verstappen à moins d'une victoire de Lando Norris alors qu'il y a un sprint et un Grand Prix ce week-end? Les gars, depuis qu'il y a eu ça à Vegas, je ne tiens plus en place. Cette fin de saison est incroyable et il faut absolument qu'on aborde ces sujets parce qu'ils sont bouillants. On n'est pas à l'abri d'un truc de fou sur ces 3 jours. Ça va être malade. Let's go. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Qatar. Adrian Newey est le nouveau team principal d'Aston. Ça va encore être très chaud avec les pneus. Le championnat pilote peut prendre une nouvelle tournure dramatique. Sur cet avant-dernier Grand Prix de la saison, on a pas mal de trucs à se raconter. Allez, on en parle. Les gars, on vise 240 000 abonnés avant la fin de la saison. Il n'y a que vous qui pouvez nous aider à le faire. Alors pour faire le max, pour que ça arrive, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de cette vidéo. On commence cette preview avec une très grosse news qui fait énormément parler. Adrian Newey a été nommé team principal d'Aston Martin. Quoi? Je sais, ça fait bizarre, mais il sera bien le boss de cette équipe à compter de 2026, dans le cadre d'une restructuration d'équipe. Il était directeur technique, et là il est promu au rôle de team principal, alors qu'Andy Cowell, qui occupait ce poste, s'occupera de la stratégie. Ça, c'est pas une promotion par contre. Il y a plusieurs choses à dire sur cette news, les gars. La première, c'est qu'on n'a jamais vu Adrian Newey occuper ce genre de poste. Il s'est toujours concentré sur la technique, dans l'ombre, et il n'a jamais vraiment été mis dans la lumière des équipes dans lesquelles il évoluait. En ce sens, c'est surprenant. Alors je sais pas s'il est fait pour ça, aucune idée de s'il a les qualités pour, j'ai envie de vous dire on verra. Mais donc ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ce changement dans l'équipe? Parce que là on était focus sur la disqualification de McLaren après Vegas, mais cette nouvelle, elle est majeure. Et bien apparemment Newey avait largement souligné ce qui manquait à Aston Martin à son arrivée, notamment en ce qui concerne les infrastructures de simulation. Il avait été très critique sur les process et les gens, ce qui avait déclenché des départs de collaborateurs assez seniors, et ça serait des désaccords entre lui et Cowell qui auraient déclenché ce changement radical. D'ailleurs, ça parlait beaucoup d'Horner sur ce poste, et je vais pas vous mentir, ce chapitre à la base, il était sur la rumeur le concernant. La question qu'on se pose maintenant est donc la suivante. Est-ce que c'est une bonne idée? Quoi qu'il en soit, je vais pas vous mentir, et je sais pas pour vous, mais celle-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Parce qu'Adrian Newey est un ingénieur, et pour le coup, assez discret. Alors c'est un coup médiatique certain, ça fait beaucoup parler, d'ailleurs je suis en train de le faire, mais on peut se demander si c'est une bonne chose pour Aston. En vrai, ça sort un peu de nulle part quand même. Et ben je dois vous dire que je trouve ça intéressant. Quand on sait que l'an prochain, la révolution technique est totale et que la priorité va être sur le moteur, son intégration et l'aéro, j'ai envie de vous dire quoi de mieux que l'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de ce sport pour l'idée ce team. On peut se le dire, honnêtement, c'est un pari qui semble intéressant. Et il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est que Newey c'est un totem de la F1, on le respecte, et ça c'est hyper important. Après là, et c'est vraiment le focus, il va avoir d'autres choses à gérer. Le management, les pilotes, les médias, c'est plus la même limonade. Là, Adrian Newey, qui est purement un ingénieur à la base, il va avoir d'autres choses à gérer que la technique. Et c'est là qu'on peut se dire, ah non, ils vont se perdre. Pas forcément. Parce que pour ça, il a potentiellement un numéro 2 très solide dans la personne d'Enrico Cardile, qu'Aston a été chercher chez Ferrari. Alors après, c'est vrai que ça fait beaucoup de turnover. On peut se demander pourquoi maintenant et pas quand il est arrivé. Cette promotion peut aussi souligner un problème structurel. Puisque là, en vrai, si ça fonctionne pas encore dans cette nouvelle ère, il faudra vraiment remettre le projet en question. Mais bon, ça ajoute encore du piment à cette saison 2026 qui s'annonce spectaculaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée de si ça va marcher en vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment scruter Aston Martin dès leur premier tour d'Euro en essai hiverne. Ça va être fou. Il me tarde, comme on dit chez moi. Et j'espère que vous aussi. Vous pensez quoi de cette nouvelle, vous? L'un des points clés de ce Grand Prix du Qatar, c'est les pneus. Et ils vont avoir une importance cruciale sur tout ce qui va se passer ce week-end. Je vous explique. Le circuit de Losail est un circuit très abrasif qui a très souvent posé des problèmes au niveau des pneumatiques. En fait, il comporte beaucoup de virages à moyenne et haute vitesse qui mettent les pneus sous grosse pression, ce qui peut avoir de graves conséquences. Il y avait eu de gros soucis en 2021 où les pneus éclataient en fin de course, c'était hyper impressionnant. Et puis en 2023, on s'en souvient, il y avait eu cette dinguerie avec les nouveaux vibreurs qui abîmaient la structure des pneus et qui avait donc obligé la FIA à imposer des relais de 18 tours maximum. Ce qui avait créé une énorme polémique puisque ça avait obligé 3 arrêts et engendré une course sprint de 300 km, littéralement, ce qui avait amené les pilotes complètement à la limite. Et oui, avec la chaleur et l'humidité du Qatar à cette période-là, à l'époque c'était en octobre, certains pilotes avaient littéralement été poussés au-delà de leurs limites physiologiques. Sargent avait abandonné, Albon avait fait un malaise à la fin du GP, c'était hyper chaud, c'est le cas de le dire. Bon du coup, où est-ce que je veux en venir et qu'est-ce qui se passe sur ce Grand Prix du Qatar 2025? Eh ben il y a une règle hyper importante que vous devez avoir en tête, c'est que les pilotes ne pourront pas faire plus de 25 tours sur un même train de pneus. Ce que ça veut dire? Eh ben qu'on aura une course pendant laquelle 2 arrêts au stand seront obligatoires, tout simplement. La course elle fera 57 tours, vous faites le calcul. Vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que ça change du coup? Eh ben malheureusement ça impacte pas mal tout puisque ça implique que tout le monde part d'emblée avec la même stratégie, à peu de choses près.
Donc c'est dommage et c'est relou qu'on en soit là pour le spectacle et les fans. Après les gars, la sécurité avant tout, on est bien d'accord. D'ailleurs pour revenir sur les vibreurs, faut savoir qu'ils ont bien été remplacés l'an dernier, et donc a priori le problème c'est plus eux. En fait après la course de 2024, Pirelli aurait remarqué que certains pneus avaient atteint un niveau extrême d'usure, surtout à l'avant gauche, et donc on prend ces mesures pour éviter des dommages trop sévères à la structure, qui déboucheraient sur des éclatements pendant la course. Bref voilà, on aura 2 arrêts obligatoires pendant ce Grand Prix. Ce Grand Prix est crucial dans l'optique du championnat du monde pilote. En vrai, je pense que le mot n'est même pas suffisant. Les gars, en vue du titre, ce Grand Prix, il est plus qu'essentiel. Parce que les 2 McLaren ont été disqualifiés à Vegas et que la lutte pour le titre n'a jamais été aussi serrée à 2 courses de la fin. Les gars, Lando Norris a 24 points d'avance sur la P2 et sur la P3. Au moment où on se parle, le leader du championnat a moins d'une victoire d'avance, pas sur 1, mais sur 2 poursuivants. C'est lunaire et complètement inattendu. Merci McLaren d'avoir fait cette dinguerie à Vegas. Au nom des fans, merci pour le spectacle. En vrai, je trouve fou qu'une équipe comme McLaren en arrive à se rendre aussi vulnérable dans ce timing-là, alors qu'elle avait un pilote qui avait tout fait pour aller chercher son premier titre mondial. C'est hallucinant. Par contre, s'il vous plaît les gars, arrêtons avec les théories du complot. J'entends des trucs comme quoi la FIA les aurait disqualifiés pour relancer le championnat. Stop. Là, c'est blanc ou noir. Ils ont contrôlé tout le top 10. Faut arrêter. S'ils disqualifiaient McLaren pour le spectacle, il y aurait un procès en place publique. Vous avez vu la défense de McLaren qui a complètement assumé. Rien à ajouter. C'est la F1, c'est comme ça. Et ce que ça dit, je trouve, c'est que McLaren est à la limite pour aller chercher ce titre. Alors j'ai aussi vu passer des théories selon lesquelles ils auraient trouvé un moyen de baisser la voiture plus que les autres et que ça serait maintenant dévoilé au grand jour. C'est possible vu la marge qu'ils ont pu avoir cette saison. Mais encore une fois, la FIA fait ses checks quand même très régulièrement pour de nombreuses voitures. Je l'ai dit, là ils l'ont fait sur 10 caisses. Donc je sais pas trop quoi en penser. On en saura probablement plus tard. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas qualifier ça de triche. Enfin, je pense pas. La F1 c'est ça, c'est de l'innovation, c'est trouver des solutions. Et si eux ont été meilleurs que les autres avec ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc voilà, on reparlera de ça en fonction de ce qui se passe sur la fin de saison. Par contre les gars, ce qui est fou, c'est que le championnat est complètement relancé. Parce qu'avec 2 courses restantes et 3 pilotes séparés par moins de 24 points, tout peut arriver. Et ce qui est super important avec ce week-end, c'est qu'avec le sprint, il y a 33 points à distribuer. Il en reste 58 en tout avant la fin de saison, donc c'est au Qatar qu'il faut capitaliser. Et là, faut qu'on regarde les profils de nos 3 candidats les gars, parce que ça devient super chaud. D'abord, Lando Norris. Leader avec 24 points d'avance sur Oscar et Max, sur une dynamique extrêmement solide puisque sur les 4 derniers GP, il fait P2, P1, P1, P2. Hors des SQ bien sûr. Et ben le fait est que maintenant c'est lui qui a tout à perdre. Parce qu'il avait vraiment tout fait pour s'assurer une formalité sur ces 2 derniers GP, et c'est McLaren qui lui a tout bousillé. Lando, ça va être hyper intéressant de l'observer les gars. Parce que là, avec Max si proche, c'est plus du tout la même limonade. On l'a vu avec son départ, Max il est dans sa tête, il peut faire des erreurs coûteuses quand ils sont proches, et là c'est vraiment le money time. Par contre là les gars, s'il tient le coup et qu'il est champion après tout ce qu'il aura subi, je vous rappelle qu'il mange un DNF à Zandvoort quand même, et ben ça sera un champion du monde qui aura vraiment mérité son titre. D'ailleurs en soi, malgré tout ça, Lando il est plutôt pas mal dans ce championnat. Hein. 24 points d'avance au moment où on se parle, ça veut dire qu'il peut se permettre de finir P3 sur les 3 courses qui restent, et il serait champion quand même. D'ailleurs il aura une balle de match à Doha. Et oui, si Lando termine ce week-end avec au moins 26 points d'avance, il sera champion, quoi qu'il arrive. Du coup c'est simple, sauf s'il prend un 8, 7 ou 6 points dans la vue samedi, s'il gagne dimanche il sera sacré. C'est fou, on s'excite complet depuis dimanche, et à raison, mais en soi c'est le championnat de Lando les gars. S'il est serein et qu'il ne flanche pas, ça ira. Attendez, vous allez voir dans le prochain chapitre que c'est loin d'être terminé. Parlons un peu d'Oscar, qui même si ça semble lunaire de dire ça, est lui aussi l'un des grands gagnants de ces disqualifications. Et oui, parce que son écart il est resté à 24 points au lieu de passer à 30 les gars. Ça paraît fou de voir les choses comme ça, mais c'est la réalité. Alors vous allez me dire que Max est maintenant à son niveau, et là-dessus il n'y a pas de problème, mais en vrai au point où on en est on s'en fout non? Alors que l'écart soit passé de 104 points à Zandvoort à 0, là c'est une folie, pas de souci, mais de son point de vue à lui, il est plus proche du titre qu'il n'aurait dû l'être. D'ailleurs, et je me trompe peut-être, mais il est possible qu'on retrouve un Piastri compétitif ce week-end. Il est très à l'aise sur ce circuit, il est très bien quand le grip est présent, je serais pas étonné qu'on le retrouve comme par magie sur les 2 derniers Grands Prix. Sur le papier, la McLaren est au top sur ce circuit qui la met hyper bien, comme la Red Bull d'ailleurs qui avait gagné l'an dernier. Donc avec ces données, ça promet d'être un week-end complètement fou les gars. D'ailleurs, pour finir sur Max, vous pouvez être sûr qu'il va être plus agressif que jamais. Il n'a rien à perdre, McLaren lui a fait un cadeau miraculeux, lui il ne va plus avoir qu'une seule chose en tête, la victoire. Je l'ai dit, sur ce circuit il devrait avoir une monture performante, le bougre on le connaît, je serais Lando ou Oscar, j'aurais vraiment peur de ce qui va se passer. D'ailleurs c'est probablement ce qu'ils se disent. Donc voilà, en vrai Lando a toujours les choses en main, mais il y a une donnée assez inédite pour lui et son équipe qui va entrer en jeu et qui pourrait tout changer, la pression. Sous pression avant ce Grand Prix du Qatar, McLaren, évidemment. Parce qu'ils ont tout à perdre les gars. Là ils étaient tranquilles, posés, presque relax avec l'avance que Lando avait construite. Là, c'est terminé. Et pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne sait pas si ce qui s'est passé avec la planche peut créer un précédent.
S'ils sont obligés de relever les voitures sur les 2 derniers Grands Prix, on ne sait pas ce que ça peut donner en termes de perf. Faut bien comprendre que la hauteur de caisse avec ces voitures à effet de sol, c'est un gain potentiel énorme de performance. Plus tu arrives à baisser la voiture, plus tu vas aller vite. C'est presque aussi impactant que si tu roulais avec moins d'essence, quoi. Donc là, avec ce qui s'est passé, si c'est pas juste une erreur de jugement, ça pourrait avoir un énorme impact. Alors les 2 derniers circuits sont des billards, heureusement pour eux, mais ça reste une inconnue énorme en vue de la fin du championnat. C'est paradoxal et je l'ai déjà dit, mais ils n'ont absolument plus le droit à l'erreur. Parce que même avec 24 points d'avance, tu peux avoir une crevaison, un contact. Tout est possible et un retard comme ça fond très vite. Là, ils ont obligation de réussir leur week-end, parce que si ça se joue à Abu Dhabi, ça va vraiment être compliqué. Ils jouent contre le maître du jeu, Red Bull a l'habitude de gérer ce genre de moment crucial, ça va vraiment être hyper stressant pour eux. Quand tu sais comment ça peut aller de leur côté niveau décision, et quand tu connais les actions que peuvent faire les pilotes, bah ça promet. En tout cas, faut espérer qu'ils sont solides et qu'ils ont résolu leur problème de pistolet. Ça va être tendu pour les papayes, j'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller. Ferrari est sous pression avant ce Grand Prix pour une raison assez simple. Elle est P4 au championnat à 2 courses de la fin. Alors maintenant, vous êtes habitués à les voir dans cette position. Rien de très nouveau ici, mais c'est important d'en parler avant ce week-end parce qu'il est crucial dans leur quête de cette P2. En vrai, il faudrait même parler de P3 limite vu à quel point Mercedes est loin. Pour vous redonner le classement, Merco a 40 points d'avance sur Red Bull et 53 sur Ferrari. Il reste 58 points à distribuer et je pense que vous avez capté qu'on joue presque plus la P2 à ce stade. Soyons réalistes. Alors Ferrari a réussi son Grand Prix de Vegas au final grâce à la disqualification des McLaren. Il se retrouve avec 16 points marqués au lieu de beaucoup moins. Mais bon, j'avoue, j'ai juste hâte que ça se termine parce que là, j'y crois plus quoi. Le Qatar ne leur va pas vraiment sur le papier, Abu Dhabi pour le coup un peu plus. Et bon, ils se battent face à une Red Bull qui est certes seule mais qui fonctionne très bien, c'est peu de le dire. Et face à une équipe qui a retrouvé sa vitesse et qui a 2 pilotes performants qui envoient du lourd. Lewis est détruit depuis plusieurs courses, voire depuis le début de la saison. Ils sont globalement déprimés, ça fait de la peine et ils sont sous pression avant ce Grand Prix. Donc il va falloir les observer. Est-ce que c'est pas fou quand même que dès que je donne Max vainqueur, il ne gagne pas et inversement? Ça se vérifie à chaque fois depuis plusieurs Grands Prix, c'est aberrant. On refait le test aujourd'hui, messieurs, dames. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Et évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et aujourd'hui les gars, je pense vraiment que cette lutte pour le titre va continuer jusqu'à Abu Dhabi. Vous avez capté, pour que ça arrive vraiment sérieusement, il faut que l'un de ces 2 pilotes gagne. Et aujourd'hui, j'ai un favori. Un mec qui a été incroyable toute l'année malgré une voiture difficile à comprendre sur une grande partie de la saison. Un pilote qui est maintenant identifié comme l'un des plus grands de ce sport. J'avoue, j'ai aussi très envie de voir si la tendance des prédictions sur lui continue. Messieurs, dames, ce week-end, c'est Max Verstappen qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, ça se joue principalement entre Lando et Max, Oscar étant pas mal en retrait. On notera que les autres prétendants sont bien loin. Et pour le podium en dehors des 3 candidats au titre, on voit bien Russell et Leclerc devant Antonelli et Lewis. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Avant Vegas, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Mathieu qui a été bon. Salut Lucas, à Vegas c'est Max qui va s'imposer avec un doublé Mercedes sur le podium. Celle-là elle est belle, sur tapis vert ça compte aussi. Valentin a été solide aussi. Je prédis Max qui reprend de gros points sur les McLaren, et une grosse paire d'Isaac Hadjar. Très bon mon pote. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À vos claviers. D'ailleurs, les gars, ce cadeau, et je sais, je vous le dis juste comme ça, c'est rien d'autre que 2 places en admission générale pour un Grand Prix européen en 2026. Je pense que vous n'allez pas regretter d'avoir commenté cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore été sélectionnés, vous savez quoi faire. Il vous reste 2 GP. Tu me fais ta prédiction ? Mais comment ce Grand Prix du Qatar a-t-il mis autant de pilotes en PLS? Ce week-end-là, les pilotes n'ont pas seulement affronté leurs rivaux, ils ont affronté le circuit lui-même. L'oseille de nuit, sous une chaleur écrasante et une humidité étouffante. Mais le vrai problème, c'était la piste. Le circuit venait tout juste d'être fait. Nouvelle surface, et surtout, de nouveaux vibreurs. Des bordures triangulaires, hautes et raides, en forme de petites pyramides. Le genre de truc censé t'empêcher de jouer avec les limites de piste. Le problème, c'est qu'à haute vitesse, ça vibrait tellement fort que ça détruisait l'intérieur des pneus. Pendant les essais, Pirelli découvre des déchirures internes invisibles à l'œil nu, et là, la FIA doit prendre des décisions. Pour éviter une explosion en pleine course, elle impose une règle jamais vue, 18 tours maximum par train de pneus. Résultat, plus de stratégie, pas d'économie, juste un sprint total. 3 arrêts obligatoires, 57 tours à fond, sans répit. Et dans ces conditions infernales, c'est pas les pneus qui ont craqué, c'est les pilotes. Ocon a vomi dans son casque, Russell et Piastri ont frôlé le malaise, Logan Sargent a dû abandonner, vider, incapable de sortir de sa voiture. On a vraiment touché la limite. Sportivement, Verstappen a remporté la course, mais le vainqueur ce jour-là, c'était personne. Parce que tout le monde a fini KO.
Alors ce circuit de l'Oseille, ça donne quoi? Globalement, c'est un circuit rapide où les virages à moyenne et haute vitesse prédominent. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite descente de ce circuit de l'Oseille. Ici, les pilotes auront le DRS et pourront dépasser en bout de ligne droite. Au premier virage, on se jette à l'intérieur en tombant 4 vitesses avant de remonter le plus tôt possible sur les gaz. On monte sur le vibreur et on se place direct pour négocier le numéro 2 qui est très rapide. Attention à la limite de piste en sortie. Ça repart à fond ici avec une mini ligne droite et 2 virages à angle droit successifs. Le secteur 1 se termine ici. Là, il y a une épingle, donc un freinage conséquent. Et ça va repartir très vite vers le 7 qui se prend aussi à grande vitesse. On monte sur le vibreur direct et ça repart vers le 10. Ici, attention à la corde, ça ressort très fort. Et là, c'est à fond, encore et toujours. Les 12, 13 et 14, c'est pied au plancher. Et il n'y a qu'au 15 qu'on lèvera très légèrement le pied. Dans le 16, on tombe encore 4 rapports. On remonte le plus tôt possible sur les gaz. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce week-end. Vendredi, il fera beau et chaud. Samedi, c'est pareil avec moins d'humidité. Et dimanche, ça sera exactement la même chose. Le programme de ce Grand Prix au Qatar. Vendredi à 14h30, on aura la FP1 et à 18h30 la qualif du sprint. Samedi à 15h, ce sera le sprint et à 19h les qualifs. Et dimanche à 17h, le Grand Prix. Pour ma part, je ne serai ni sur le plateau de pole position, ni aux commentaires du Grand Prix. Par contre, je serai sur place, donc suivez-moi sur Insta pour suivre mes aventures là-bas. J'en profite pour vous proposer une vidéo de la chaîne comme d'hab. Et aujourd'hui, je vous recommande tout simplement le débrief du Grand Prix de Las Vegas, qui va bien compléter cette preview si vous l'avez raté en début de semaine. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!